J'ai dit non, putain! Ça, c'est moi. Vous ne me connaissez peut-être pas, je m'appelle Taiga et ces deux meufs couleur Smarties, c'est mes sœurs Pinky et Raspberry. Quand je dis sœurs, c'est que nous sommes nés du même créateur. Nous vivons dans cet environnement virtuel et notre quotidien, c'est de parler du Japon. Bon, ça peut être de tout et de n'importe quoi, du sujet le plus trivial à des questions assez complexes comme le lolicon ou l'histoire japonaise. Il s'avère que nous avons entamé une série de vidéos ayant pour but d'aborder la question de l'histoire et de l'archéologie japonaise en commençant par la plus ancienne des ères japonaises, à savoir l'ère Jōmon. Si vous voulez un résumé, on a parlé de peau et de maisons dans la terre. Tandis qu'on approchait de la fin de Jōmon, je fis alors face à une terrible vérité. La prochaine ère qu'il faudrait traiter s'appelle l'ère Yayoi, et il a pas fallu plus de 3 secondes et d'une bouchée de pépito avalée pour qu'un Spoutnik vert et rose bonbon se mette à me harceler de blagues aussi fraîches que Jeanne Calment. Donc voilà, ça c'est moi en train de péter un câble parce que c'est la 19ème fois cette heure-ci qu'elle tente de me pousser à accepter de faire cette blague avec ses yeux de poisson mort. Donc si vous voulez bien, on va passer à la suite. Au programme de cette japanologie, on parle de l'ère Yayoi. Alors, on va commencer par rappeler 2-3 points essentiels de Jōmon, à savoir l'importance des styles de manufacture et le fait que les populations de Jōmon étaient des populations de chasseurs-cueilleurs semi-sédentaires qui ont quitté en masse leur site d'habitat groupé au Jōmon moyen, donc moins 3500 avant notre ère. Populations qui ont mystérieusement disparu jusqu'au Jōmon final. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi, jeté à l'œil, toi. Bref, les populations de Jōmon fabriquaient leur peau en terre cuite, avaient un style de décoration défini et des caractéristiques propres à chaque civilisation qui se développe, ce qui fait que ces populations sont reconnaissables et qu'on peut savoir de quelle période et de quel courant sont issus les restes qu'on retrouve. C'est important car au Jōmon final, donc vers moins 800 avant notre ère, des gens du continent sont arrivés depuis la Corée sur l'archipel japonais et ont commencé à offrir leurs connaissances et leur savoir. C'est d'ailleurs ce qui sert de référence pour savoir quand on est passé à la nouvelle ère, parce que les gens du continent ont apporté des nouveautés tellement importantes que ça a marqué un tournant dans l'histoire du Japon. Parmi ces nouveautés, il y a l'agriculture, la riziculture, l'administration, l'écriture, puis plus tard, la métallurgie. Et la K-pop. Non mais tu sais, je peux te la faire taire maintenant et à jamais si tu me le demandes. Tu sais quoi, Pinky? T'as droit à un total de 3 blagues nazes dans cette vidéo. Si t'en fais 4, on s'assure que tu ris plus jamais. Quoi? C'était si nul que ça? Donc je disais, les populations du continent sont arrivées au Japon à Kyushu vers moins 800 avant notre ère et ont importé petit à petit des techniques agricoles mais aussi l'administration et l'écriture. C'est donc à Kyushu et dans les proches alentours que le mouvement Yayoi se développera. Maintenant je vais vous demander de vous rappeler de ce que j'ai dit à propos des styles propres à chaque population. Parce que ce qui est très pratique, c'est de constater que le style japonais influencé par les gens du continent est très différent du style des gens de Jōmon et ça... C'est vraiment génial! C'est simple, l'ère Yayoi est, comme Jōmon, divisée en périodes. Ici on a le Yayoi archaïque, le Yayoi ancien, le Yayoi moyen et le Yayoi récent. Et tandis qu'à l'ouest du continent, on était au Yayoi archaïque, l'est était encore en période Jōmon, donc on avait une distinction des styles très pratique. On va donc parler de peau. Quoi? Encore des peaux? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc la poterie de Jōmon, c'est comme vous l'avez vu dans ma première vidéo sur Jōmon, de la terre cuite et des motifs obtenus en pressant des cordes contre la matière encore tendre. Au Yayoi archaïque, on constate l'apparition de plusieurs autres types de poteries, à savoir la poterie à bandeau au Yayoi archaïque et la poterie dite Ongagawa ou de type Itazuke au Yayoi ancien. Ces deux derniers types de peau sont donc conçus selon la tradition de Kyushu, au nouveau modèle de culture inspiré des avancées continentales. Ça vous fait sûrement chier d'entendre encore parler de peau. Oui. Merci pour le soutien les filles. Bref, ça vous fait sûrement chier mais c'est important. Le fait de comparer deux objets du même type d'utilité mais de conception différente est, pour cette époque, un marqueur de développement et une grande source d'information, surtout si on les compare avec des objets plus lointains et qu'on trouve des similitudes. Ça permet pas d'être sûr que les gens du continent sont bien à l'origine de cette avancée, genre on en était déjà sûr en voyant la riziculture et l'écriture, si vous voulez, également dans des rapports trouvés sur le continent. Mais ça permet d'avoir plusieurs traces d'un même événement et ça, c'est bien. Mais d'ailleurs, en parlant de la riziculture, laissez-moi vous parler du développement agricole. L'agriculture au Japon s'est donc véritablement développée au Yayoi ancien avec l'importation des techniques de riziculture. Et ça change pas mal de choses. Pour commencer, on passe vraiment à un modèle de subsistance qui permet et oblige la sédentarité. Les populations doivent défricher, cultiver et entretenir les lopins exploités. Ainsi, plusieurs choses. Tout d'abord, les populations commencèrent à repeupler les zones ciblées par le développement de l'agriculture. Des sites d'habitat groupés s'étaient reformés autour des zones agricoles. Faut croire que ce dont avaient besoin les gens, c'était d'une entrée de nourriture constante. Donc les rizières ont permis le retour des habitats groupés et encore plus dingue, on pouvait enfin s'installer à fond de vallée. Waouh! Que quoi? Tu veux dire que les gens ont réussi à s'installer dans les creux des vallées? Mais oh my god! C'est impressionnant! Waouh! Tu te moques parce que tu sais pas ce que ça implique. Mais ils ont réussi à contourner le risque d'inondation. Tu vois, prends exemple sur ta sœur. Et oui, chers amis, si vous vous souvenez, dans la dernière japanologie, j'ai évoqué le fait que les populations de Jōmon étaient forcées de vivre à flanc de collines ou de montagnes pour éviter les risques d'inondation. Eh bien, avec l'arrivée de l'agriculture et des techniques rizicoles, les gens purent enfin s'installer à creux de vallée. Déjà, une rizière, ça ressemble à quoi? À ça! Tout à fait, merci Pinky. Donc, comme vous pouvez le constater, une rizière, c'est une espèce de grille pleine de rayons de sorte à acheminer l'eau partout et irriguer constamment les cultures. Donc, les plus sagaces d'entre vous auront compris comment on pouvait éviter les inondations. En mettant plein de riz. Quoi? Ben oui, vu que le riz ça absorbe l'eau, ben si tu mets plein de riz, ça absorbe les inondations.
il te reste une blague pourrie. Mais quoi? En reliant les fleuves et rivières à des rizières, il est possible d'endiguer le surplus d'eau et de continuellement alimenter les cultures en eau qui est nécessaire en abondance pour la culture du riz. Donc les gens se sont installés à fond de vallée, ont creusé une rizière et des fossés reliés à la rizière autour de leur village pour contenir les inondations. Ingénieux. N'est-ce pas? Les habitations groupées à creux de vallée permettent de s'installer sur une surface beaucoup plus grande et avec les techniques adaptées, de bénéficier d'une source d'eau abondante et constante nécessaire à l'agriculture. Je suis sûre que mon idée aurait marché. Mais du coup, la production de riz était bien souvent trop abondante pour les populations, et les surplus de production devenaient des richesses dont on pouvait disposer en les redonnant aux autres sites qui en avaient besoin. On avait besoin à cette époque d'administrateurs pour s'occuper des stocks, des réserves de riz et de richesses, d'où l'importance donc de l'administration importée du continent. Donc à cette époque, on assiste à une naissance des chefferies et d'une forme de classe dominante qui gère les réserves de riz et de richesses. Tout à fait. Vous êtes calé. Ah bah t'es pas le seul à bosser ton sujet, hein. Donc en effet, c'est à cette période et avec la production de richesses qu'on associe l'apparition d'une première forme de classe dominante et de chefferie au sein des habitats groupés. Il y avait ceux qui avaient accès au riz et aux réserves et qui s'enrichissaient, et ceux qui... voilà quoi, je vais pas vous faire un dessin. Et même entre les régions, il y en avait des plus avantagés. À cette époque, il y avait donc une course, une sorte de compétition entre les chefferies pour l'obtention de richesses, et les plus avantagées étaient évidemment celles qui étaient les plus proches du continent. Mais si c'était qu'un souci de riziculture, est-ce qu'il aurait pas suffi d'attendre que les parcelles défrichées s'étendent jusqu'à leur territoire? Dans ce cas-là, ils auraient été indépendants. J'allais y venir, en fait. Oui, il y avait donc un deuxième facteur qui entrait en compte à ce moment-là, à savoir l'introduction de la métallurgie. Donc, au Yayoi moyen, les gens du continent ont commencé à faire importer des métaux, parce que oui, il n'y avait pas de métaux sur l'archipel avant que les gens du continent les fassent découvrir aux locaux, et c'est très important. Mec, tout est important. Chut, laisse-moi faire monter la hype. Donc, la métallurgie. En fait, pendant longtemps au Japon, ils n'avaient pas la technique nécessaire pour produire leurs propres objets en métal. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient importer des objets en métal qu'ils utilisaient tels quels ou faisaient refondre au besoin. À cette époque, on retrouve deux types de métaux, le fer et le bronze, et les deux ont des usages très différents. Le fer servait à produire des outils et le bronze servait à produire des objets de prestige. Mais pourquoi cette distinction? Qu'est-ce qui rend le bronze si précieux? Bah si vous voulez, le bronze, en plus d'être plus tendre que le fer et de fait ferait un outil très fragile et inutile, c'est un alliage qui plus est assez complexe à réaliser, encore plus à cette époque, et dont la production libère de l'arsenic. Attends, tu veux dire que les gens risquaient leur vie pour produire un métal qui servait à rien? C'est pas inutile de faire des beaux objets, ça permet aux riches de se sentir encore plus riches par exemple. Mais oui, on retrouve des traces d'objets métalliques. On va commencer par les outils en métal, deux catégories principales, les outils agricoles et les armes. Donc pour les outils agricoles, on a retrouvé un couteau à moissonner qui est une preuve irréfutable de riziculture si vous voulez. Et pour les armes, on avait la présence de pointes de flèches en métal qui servaient évidemment à... Tuer des êtres humains. Et en quantité assommante. Vous me faites peur. Mais oui, ça servait bel et bien à tuer, logique. Quoique on verra plus tard qu'il existe des armes en bronze qui sont juste des objets de valeur n'ayant pas du tout pour but de tuer comme des hallebardes en bronze. Mais bref, dans des colonnes vertébrales de squelettes trouvées dans des jarres cercueils, on y reviendra promis, on a retrouvé des impacts de flèches, trop nombreux, profonds et trop ciblés pour être accidentels, ils sont vraiment la preuve d'une mise à mort. C'est donc au Yayoi récent qu'on peut dater l'apparition du phénomène de violence. Tu veux dire qu'ils ont trop joué à GTA? Ok, c'était ton dernier crédit blague de merde, à la prochaine tu sautes. Nos preuves pour affirmer l'apparition du phénomène de violence donc, sont des pointes de flèches en métal, parfois même élaborées non pas pour tuer vite, mais pour infliger de la douleur, ainsi que des impacts dans la colonne vertébrale de certains squelettes retrouvés. Comment vous avez retrouvé les squelettes exactement? De quoi tu parles? Dans ta première vidéo sur Jomon, tu dis que les sols japonais sont trop acides et que les squelettes fondent. Ah, bien vu. Très juste, en effet, si on a pu retrouver ces squelettes, c'est qu'ils ne reposaient pas à même la terre, mais dans des jarres cercueils évoqués plus tôt. Merci pour la transition, j'étais à sec. Ah mais de rien. Ça fait plaisir. En effet, ces jarres cercueils que l'on appelle en japonais des kamekan sont des cercueils grâce auxquels on a pu retrouver des corps et pas mal de trucs intéressants. Tout d'abord, pour le fonctionnement, on met le mort en position fétale dans le cercueil, puis on place un couvercle dessus, on ficelle le tout avec une corde, tu largues la papillote dans un trou, tu rebouches, emballé, c'est pesé. Ensuite, dans certains kamekan, on a retrouvé des objets de prestige comme des objets en bronze ou des possessions prisées. Ça permet, couplé avec la taille de certaines tombes, d'établir une théorie de culture des élites qui cherchaient à se faire enterrer avec le plus d'apparat possible de sorte à être reconnu comme un gros bourge de la haute, très high dans le game. Ouais, c'était à la mode d'être reconnu comme quelqu'un de très important une fois que tu es mort. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Genre, je sais pas, je me dis que Ramsès il avait quelque chose à compenser. Bref, pourquoi je vous parle de tombes? Bah pour faire un teaser, parce que quand bien même j'ai fait une vidéo très synthétique sur la période Yayoi, la prochaine s'appelle la période Kofun, et elle tient son nom des Kofun. Attendez, ne vous effondrez pas de surprise tout de suite, je vais vous expliquer de manière sommaire ce qu'est un Kofun. C'est une grosse tombe. D'où la transition vers les kamekan. Faut être un peu camé quand même pour penser à ça.